Bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver, ainsi que l'équipe des Mediminatech pour cette nouvelle session, avec un amphi qui commence à se remplir de plus en plus et je suis vraiment ravie et je vous invite vraiment à nous rejoindre parce que c'est un réel plaisir pour nous de vous revoir. Alors, tout d'abord pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un qui vient d'Espagne. Donc, c'est le professeur Joseph Puigmartí-Luis. Il est en visite ici au LMGP et il en a profité pour nous proposer de faire un Mediminatech sur sa réflexion concernant l'intérêt de la microfluidique pour la conception de nouveaux matériaux. Et voilà, donc ce sera une présentation en anglais. Il est professeur à l'Université de Barcelone et je vais vous lire le titre de sa présentation. Microfluidics Technologies as an Advanced Tool for Materials Engineering, Looking Back with a View to the Future. Donc, c'est un beau programme et j'espère que vous vous joindrez à nous pour l'écouter. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Hélène Leeuwenbroek. Nous l'avions accueillie il y a quelques années. Elle nous avait parlé aussi de la petite voix dans la tête. Et aujourd'hui, elle vient nous faire une présentation mise à jour de tout ce qu'ils ont compris depuis en travaillant dans son laboratoire, qui est l'équipe de langage du laboratoire de psychologie et de neurocognition au CNRS, à l'université, à l'UGA. Et elle est directrice de recherche au CNRS. Hélène, eh bien, la parole est à toi, si elle n'est pas dans ma tête. Merci. Avant de commencer, je voudrais remercier Amal Chabi pour l'invitation, ainsi que Julie Spinelli et puis tous les techniciens qui nous ont aidés pour cette organisation pratique et matérielle. Et donc, on va parler aujourd'hui de la petite voix dans la tête. On appelle ça parfois la petite voix dans la tête. C'est pas un très bon terme parce que ça fait un peu trop penser à Jiminy Cricket, la petite voix, la conscience de Pinocchio. C'est pas exactement de ça dont je voudrais parler. C'est de ce fameux monologue intérieur qui n'est pas non plus un bon terme parce que finalement, parfois, c'est des dialogues qu'on a dans la tête. On parle parfois de parole intérieure. Parole, c'est pas non plus très bon parce que parole, souvent, ça sous-entend le fait qu'on va oraliser et que c'est de la parole avec des sons. Or, quand on est sourd et quand on s'exprime en langue des signes, dans la tête, c'est pas des sons qu'on a. Langage intérieur, c'est un petit peu mieux, mais ça reste aussi un peu ambigu parce que on ne sait pas très bien de quoi on parle et si effectivement il s'agit de prononcer des choses. Et donc, le terme que je préfère, c'est un terme qui a été oublié alors qu'il a été inventé en 1892 par Georges Saint-Paul, un médecin qui a écrit un essai sur le langage intérieur. Et donc, endophasie, c'est ce langage qu'on a à l'intérieur de soi. Alors, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à la parole intérieure. Bien sûr, les philosophes grecs s'y intéressaient, les Égyptiens même commençaient à s'intéresser au lien entre pensée et langage. Mais petit à petit, on a dit des choses de plus en plus précises sur ce langage intérieur. Et déjà, Antoine Rivarol, qui était un écrivain du XVIIIe siècle, disait que dans la retraite et le silence le plus absolu, un homme entre en méditation. Il entendra toujours au fond de sa poitrine une voix secrète. Donc déjà, il y avait cette idée qu'on entend des sons dans sa tête. Victor Heger, donc, qui est un philosophe et psychologue français, a écrit en 1881 « À tout instant, l'âme parle intérieurement sa pensée. La série des mots intérieurs forme une succession presque continue. La parole intérieure a l'apparence d'un son. » Alors selon lui, on parle tout le temps et puis c'est des sons. Et donc, cet intérêt de Victor Heger à la fin du XIXe siècle pour la parole intérieure, ça a engendré chez les écrivains à cette époque-là un intérêt pour ce monologue intérieur. Et donc, il y a des écrivains dans la lignée de Édouard Dujardin, c'est le premier à l'avoir fait en 1887, c'est un Français. Il a écrit un roman entier sous la forme de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, un monologue intérieur. Et il a donné ce terme de monologue intérieur pour parler de ce courant de la littérature. En Grande-Bretagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, on a parlé plutôt de stream of consciousness dans la lignée des travaux du psychologue William James. Et donc, il y a eu les ouvrages de James Joyce que vous connaissez, Virginia Woolf aussi a beaucoup écrit dans cette lignée sur ce qui se passe dans la tête des personnages de ces romans.
Et puis plus récemment, en fait, on trouve des témoignages aussi du fait qu'on parle dans sa tête. Je ne vais pas vous les lister tous, je vais vous lister juste Chomsky parce que c'est un des linguistes les plus connus. Et lui, Chomsky, il dit qu'on ne peut pas passer une seule minute de sa vie sans parler dans sa tête. Et ça demande vraiment un gros effort de volonté pour s'empêcher de parler dans sa tête. Voilà comment on peut encore en 2012 concevoir le langage intérieur et ce qui se passe dans notre tête. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde se parle dans sa tête et est-ce que c'est en permanence? Et puis, est-ce que si on se parle dans sa tête, est-ce que c'est toujours sous une forme sonore? Est-ce que tout le monde entend une voix dans sa tête? Alors, en fait, il y a déjà eu des enquêtes qui ont été menées. Donc ici, c'est l'enquête menée par Georges Saint-Paul, donc ce médecin qui a donné le nom d'endophasie. Et lui, il a interviewé, il a eu des entretiens avec des savants, des écrivains, des médecins, et il leur a demandé comment ça se passait dans leur tête. Et donc, il a des retours comme ça. Donc certaines personnes disent « j'entends ma parole intérieure ». Et puis un autre va dire « ah non, moi, je n'entends pas les mots de ma pensée ». Pour une autre personne, c'est une articulation mentale. Une autre dit « je prononce les mots de ma pensée, je ne lis pas, je les entends un peu ». Je ne deviens nettement auditif que si j'ai à me louer ou à me blâmer d'exécuter quelque action. Alors, j'entends une voix intérieure qui m'approuve ou me condamne. Une autre personne a dit « je lis les mots de mes pensées, je les vois écrits devant moi. Ces mots sont tracés en caractère d'imprimerie et tous sur une seule ligne. » Une autre personne dit « soit que je me rappelle un fait réel, soit que j'imagine une scène, les personnages, les décors, les objets m'apparaissent avec une très grande intensité, même sans que je le veuille. Au contraire, je pense rarement avec des mots. » Donc là, on voit déjà une grande diversité de ce qui peut se passer dans la tête. Et puis, il y a un psychologue suisse, Auguste Lemaître, qui s'est intéressé aux enfants. Est-ce que les enfants parlent dans leur tête? Alors, il rapporte des observations. Donc ça, c'est un enfant de 12 ans qui est intelligent, mais très myope. Et cet enfant, lui, il voit les mots de sa pensée écrits. Donc pour les montagnes de la Suisse sont belles, il voit cette représentation avec les premières lettres des mots écrits. Puis un autre enfant de 16 ans, très doué, qui dit qu'il a une petite voix dans sa tête et que cette petite voix, elle ne prononce des phrases entières que quand il s'agit d'écrire ou de préparer un sujet ou lorsque j'ai besoin d'une grande précision d'idées. Dans tous les autres cas, elle ne prononce que des lambeaux de phrases, des mots abstraits. Donc ça, c'est un témoignage très intéressant parce qu'on va voir que c'est assez proche de ce qu'on peut vraiment mesurer. Alors, on va essayer puisqu'on a tous ces témoignages du début du XXe siècle, on va essayer de regarder comment c'est au XXIe siècle. Donc, je vais vous demander de m'aider à ça. Et donc, je vais vous demander de lire cette phrase silencieusement, d'essayer de la retenir. Et puis ensuite, de fermer les yeux et de répéter la phrase dans votre tête 3 fois le plus vite possible. Et maintenant, on va répondre ensemble à des questions. Pour les personnes qui sont à distance, vous allez voir des questions qui s'affichent et vous cliquez si oui ou non ça s'applique à ce que vous avez expérimenté. Et puis pour la salle, on va lever les mains tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu des images dans leur tête, des images de fraises ou de chaises? Alors, on va compter. Ah, bon, là, Est-ce qu'Amal, tu peux noter le nombre de personnes 17 personnes ont vu, ok. 17 personnes ont vu des phrases, des images. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont entendu, par exemple, le son du vent qui souffle? Personne. Est-ce que vous avez ressenti la sensation... Ah si, il y avait quelqu'un qui a entendu le son du vent, pardon. Est-ce que quelqu'un a ressenti la sensation tactile du vent? Oui, une personne, 2. Ok. Est-ce que vous avez senti l'odeur des fraises? Oui, il y a 2 personnes pour l'odeur. Le goût des fraises? 2 personnes pour le goût. Et puis ensuite, maintenant pour les mots. Est-ce que vous avez entendu le son des mots dans votre tête? Ou majorité de personnes entendent les mots, ok. Est-ce que vous les avez peut-être articulés, ces mots, ou signés, si vous parlez la langue des signes? Ouais, beaucoup d'articulation aussi. Est-ce que vous avez vu les mots écrits dans votre tête? Un petit peu moins, mais il y a aussi beaucoup de mots écrits quand même. Et puis, est-ce que vous avez mentalement écrit, comme c'était vous qui écriviez? Oui, 2 personnes. Et enfin, est-ce que vous avez fait des erreurs? Vous avez changé les se et les che? Oui, la majorité des personnes ont fait des erreurs parce que c'était un virelangue, c'était difficile. Hein. Et alors, et entendu les mots, oui, on l'a fait en premier. Merci.
Et donc sur l'enquête en ligne, on aura peut-être aussi les résultats. Je ne sais pas si on peut les afficher. Oui, les voilà. Alors, pour voir des images dans votre tête, 79% des personnes en ligne ont vu des images. Entendu le son du vent, c'est plutôt des non. Ressenti la sensation tactile, c'est plutôt des non. L'odeur, c'est plutôt des non, mais il y a quand même des oui. Hein. Le goût aussi, il y a un peu de oui, mais c'est surtout des non. Entendu les sons des mots, alors là, majorité de réponses. Articulé aussi, il y a beaucoup d'articulation mentale. Voir les mots, c'est plutôt moins. Écrit les mots non plus. Et puis les échanges, il y en a beaucoup. Donc on retrouve un petit peu à distance ce qu'on a dans cette salle ici. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de variabilité. On n'est pas tous pareils sur ça. Et c'est ça que je voudrais dire aussi aujourd'hui. C'est qu'on a cette grande variabilité, il faut qu'on arrive à la comprendre. Donc la parole intérieure, elle est parfois sous un format auditif, sonore, parfois moteur, articulatoire, parfois visuel, et ça dépend des personnes. Et donc parfois elle a elle est incarnée, c'est-à-dire qu'elle correspond à des sensations corporelles. Et puis il y a d'autres fois où il y a des personnes qui relatent le fait que pour eux c'est abstrait, c'est condensé, c'est amodal, il n'y a pas de sensation ni auditive, ni visuelle, ni articulatoire. Et donc, pour bien comprendre ça, il faut le mesurer. Donc, ça a été l'objet d'un projet qui s'appelle Inner Speech, dans lequel on a essayé de mesurer la parole intérieure en faisant de la neuroimagerie, de l'électrophysiologie, en faisant aussi des études de comportement, des virlangues, par exemple. Et puis, on a travaillé aussi avec Stéphanie Smadjag à Paris, qui, elle, a une démarche un peu plus introspective et qui a des entretiens, des questionnaires avec des personnes. Et pour ça, et là, je défends l'idée que c'est très important d'avoir à la fois des données objectives et des données subjectives. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler sur la parole intérieure, comme dans ma tête, il y a des sons, je pensais que tout le monde avait des sons. Et je pensais que tout le monde avait un monologue assez fréquent. Et puis, en fait, quand on interroge un grand nombre de personnes, comme l'a fait Georges Saint-Paul dans sa première enquête de 1892, on se rend compte que finalement, il y a une grande variabilité. Il y a des personnes qui n'ont pas de son dans la tête, on va le voir. Donc, c'est très important de faire des enquêtes pour avoir à la fois des données objectives et subjectives qui vont nous orienter sur ce qu'on doit mesurer. Et donc, dans le cadre du projet Inner Speech, on a développé un modèle de la parole intérieure qui s'appelle Condialinte pour condensation, dialogalité, intentionnalité, qui sont les trois dimensions principales de l'endophasie. On va les regarder ensemble. Je vais commencer par la dialogalité, pardon. Alors, c'est des mots un peu compliqués, donc on va essayer de mieux les comprendre. Ils sont tout simples, en fait. Et on va commencer par un poème de Verlaine. Et comme pour bercer les lenteurs de la route, je chanterai des airs ingénus, je me dis qu'elle m'écoutera sans déplaisir, sans doute, et vraiment, je ne veux pas d'autre paradis. Je me dis, c'est qui dit? C'est je dis. Je me dis, je dis à moi. Ça, c'est, on dit que le verbe dire, il a une diathèse moyenne, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à la fois à la voix active, c'est moi qui dis, je suis l'acteur du fait de dire, et puis je suis aussi le récepteur. Je peux l'utiliser à la voix passive, je suis en train de dire à moi, c'est moi qui suis dit, en gros. Donc, je est à la fois locuteur et allocuteur, et on est dans une situation un petit peu étonnante. Et on peut même parfois se parler en se disant tu. Il y a des moments où on a des difficultés, et donc on se dit allez, concentre-toi, tu vas y arriver. Et là, ce tu, c'est qui? C'est moi, c'est je. Tu et je sont le même. Donc, on est dans ce que Gilles Philippe appelle un paradoxe pragmatique, où on a un discours qui est adressé à soi-même, donc c'est pas vraiment un discours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dialogicalité de la parole intérieure. C'est le fait qu'on a un seul locuteur, mais il peut prendre deux points de vue. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle la dialogalité. Cette fois-ci, c'est plusieurs locuteurs. On peut avoir dans la tête des locuteurs distincts. Alors, on va voir comment ça existe réellement. Donc, d'abord, on a des formes monologales. C'est des moments où on soliloque. Par exemple, dans ma tête, je peux me dire « Ah, il faut que j'aille faire cuire mes donuts ». Donc là, je suis en train de faire un monologue. Et puis, il y a des moments où je suis toujours en train de faire un monologue, mais je vais imiter la voix de quelqu'un. Donc, je vais, ça arrive fréquemment quand on lit, par exemple, et notamment quand on lit des BD. Donc, je peux imaginer que je suis en train de parler avec la voix de Homer Simpson et je vais dire « Oh, Pinès, Marge, les donuts ne sont pas encore cuits ». Et donc ça, je peux le faire dans ma tête. Donc, je peux avoir un monologue. C'est moi qui suis locutrice, je parle, mais avec la voix de quelqu'un d'autre. Et puis, il y a d'autres moments où on va avoir des formes dialogales, donc on est sur l'autre pôle de la dimension de dialogalité, où on peut imaginer quelqu'un qui s'adresse à nous, et cette fois-ci, on a une perspective à la troisième personne. C'est-à-dire que moi, je peux imaginer Dark Vador en train de me parler, et c'est lui qui parle,
et j'imagine sa voix en train de me parler, de me dire « Je suis ton père, va faire cuire les donuts », avec sa voix très sombre et très grave. Et là, cette fois-ci, c'est pas moi qui suis le locuteur, je suis l'allocuteur, je suis la personne à qui on s'adresse. Alors, on a vu donc cette dimension de dialogalité, on peut avoir des dialogues ou des monologues dans la tête, et puis on a aussi une dimension d'intentionnalité, c'est-à-dire que notre parole, elle est parfois intentionnelle, parfois délibérée. Donc ça, c'est quand tout à l'heure, vous avez essayé de répéter 16 chaises sèches. Là, vous avez décidé ce moment où vous alliez parler dans votre tête. C'est ce qu'on fait quand on veut retenir un numéro de téléphone, un code, quand on répète une pièce de théâtre, par exemple, quand on veut planifier ses rendez-vous dans la semaine, quand on fait une liste de courses, quand on compte, quand on calcule. Tous ces moments-là, c'est des moments où on a une parole intentionnelle, une parole intérieure intentionnelle. Et puis, il y a d'autres moments où on va avoir une forme qui est moins intentionnelle, vagabonde. On se rend compte qu'on parle dans notre tête, mais on l'a pas vraiment décidé. Donc ça, c'est des moments de vagabondage mental, on appelle ça, ou rêverie éveillée. Ça arrive quand on fait une tâche automatique, par exemple quand on fait la vaisselle. Ça arrive aussi quand on est en train d'écouter quelqu'un. Donc quand on décroche, c'est peut-être en train de vous arriver. Et ça nous amène à des pensées qui sont verbales. Ça peut être du langage, mais c'est spontané, c'est soudain. Ça a l'air de passer du coq à l'âne. C'est pas forcément le cas d'ailleurs. Il y a parfois des liens, des associations, mais on n'a pas la sensation de l'avoir décidé. Donc c'est une forme non intentionnelle de l'endophasie. Et puis, il y a la troisième dimension qui est celle de la condensation. C'est celle sur laquelle je vais passer le plus de temps parce que c'est celle qui nous interroge le plus. On a parfois des formes très condensées de langage intérieur, puis parfois des formes plutôt développées. Alors, les formes développées, c'est quand l'endophasie est accompagnée de sensations auditives notamment, c'est-à-dire cette idée de voix dans la tête. Alors, on rappelle ce que disait Heger. Il disait « Les caractères de la parole, à voix haute, le rythme, la hauteur, l'intensité, le timbre, se retrouvent tous dans la parole intérieure. » Donc ça, c'est ce qu'il pensait à l'époque. Et quand on fait un peu d'introspection, si je vous demande de prononcer dans votre tête endophasie comme si c'était une affirmation, vous allez le prononcer dans votre tête différemment de si je vous dis prononcez-le comme si c'était une question ou comme si vraiment vous trouvez ça affolant. Endophasie, donc ça on peut le faire dans la tête, certaines personnes peuvent le faire dans la tête en tout cas, ce qui nous indique qu'on peut jouer avec des inflexions de la voix, avec des intonations, donc c'est bien sonore. Donc ça c'est l'introspection. Est-ce qu'on peut le mesurer ça ? Oui, on peut. On peut faire des mesures de psycholinguistique. Donc, par exemple, on peut faire prononcer des virelangues, comme tout à l'heure. Et quand on les fait prononcer à voix haute, on va demander aux personnes ensuite de rapporter les erreurs qu'elles ont faites, donc des échanges entre ce et che. Et quand on leur demande de le faire dans leur tête, il va y avoir aussi ces échanges entre ce et che qui signifient qu'on entend notre parole intérieure, on est capable de dire quelles sont les erreurs qu'on a faites. On a aussi un fameux effet qui s'appelle la transformation verbale. Ça, c'est un phénomène de perception bistable. Si je vous demande de répéter tomber, 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 et puis je vous arrête et je vous dis est-ce que vous avez entendu quelque chose d'autre ? Vous avez peut-être entendu béton. Donc ça marche quand on le fait à voix haute et ça marche aussi quand on le fait dans sa tête. Donc ça nous indique qu'on s'écoute parler dans notre tête. Et donc on utilise notre système auditif pour écouter notre parole intérieure. On a aussi un autre effet qui s'appelle la capture auditive. Si je vous fais écouter des syllabes ambiguës qui sont pas très claires entre ve et be, par exemple, et que en même temps que vous écoutez ces syllabes, je vous fais parler dans votre tête, ce que vous dites dans votre tête va influencer ce que vous entendez. Donc la production de parole intérieure, elle joue aussi sur notre système auditif de cette façon-là. D'autres façons de mesurer, c'est la neuroimagerie. Donc, on peut faire de l'IRM fonctionnel pour voir ce qui se passe dans la tête, quelles sont les régions activées lorsque des personnes parlent dans leur tête. Donc ici, c'est plusieurs études qu'on a menées au sein de Gipsalab et du laboratoire de psychologie et neurocognition, dans lequel on demandait à des participants de parler dans leur tête et on s'est aperçu que dans ces cas-là, les aires auditives, le système auditif est impliqué, est activé. On a aussi à droite des données en EEG intracrânienne, donc chez des patients épileptiques qui ont été implantés. Et on voit là aussi les régions du traitement de la voix qui sont activées pendant que ces personnes lisent dans leur tête. Alors, cette forme développée, ce fait que la parole intérieure, parfois, elle va jusqu'à des sensations sonores, ces sensations sonores, elles sont aussi accompagnées parfois de sensations articulatoires, motrices. Alors, c'est déjà ce que disait Alexander Bain, qui est un philosophe écossais en 1855, mais je vais plutôt citer un philosophe français, Hippolyte Taine, qui disait « À l'état normal, nous pensons tout bas par des mots mentalement entendus, ou lus, ou prononcés. Et ce qui est en nous, c'est l'image de tel son, de telle lettre ou de telle sensation musculaire et tactile du gosier, de la langue et des lèvres. »
Et Frédéric Pollan disait même une pensée continue peut fatiguer les muscles de l'articulation. Donc c'était cette idée qu'avaient les philosophes, qu'en fait, parler dans sa tête, ça engage le système moteur. Alors, est-ce que c'est vrai? Bon, on peut déjà le faire ensemble. On va faire une petite expérience introspective. Donc, vous allez ouvrir vos lèvres pour qu'elles prennent la forme requise pour faire le son O. Alors là, vous avez le masque, donc je vous vois pas, mais imaginez que vous faites O. Et donc, non, pas imaginez. Mettez vos lèvres dans la forme pour faire O. Et maintenant, imaginez que vous prononcez me. Et donc, pendant que vous avez imaginé que vous prononcez me, peut-être que vous avez ressenti dans vos lèvres une légère contraction, comme si vous vouliez vraiment fermer vos lettres pour faire ce son me. Donc ça nous indique que quand on imagine prononcer quelque chose, on va engager les muscles de nos lèvres, on va engager notre système moteur articulatoire. Alors, est-ce qu'on peut le mesurer, ça? Un petit peu. Donc, on peut mettre des capteurs sur les muscles des lèvres de participants, des capteurs en électromyographie qui mesurent l'activité des muscles, par exemple, des lèvres. Donc, ici, vous voyez une participante chez qui on a induit des ruminations mentales verbales. Donc, chez qui, et ces ruminations, on sait que donc c'est de la parole intérieure qui est très productive, très répétitive, qui ressasse beaucoup. Donc, il y en a beaucoup. Et donc, on peut essayer de le mesurer. Et donc, dans ces cas-là, on peut observer dans certains cas une activité des muscles des lèvres. Dans d'autres cas, lors des hallucinations auditives verbales chez des patients schizophrènes, on a pu également mesurer une activité dans les muscles des lèvres pendant que les patients entendaient des voix. Donc, ça nous indique que ces voix entendues, elles engagent le système moteur. Donc, en fait, ce sont des voix produites et elles engagent tellement le système moteur qu'on peut même mesurer une activité dans les muscles des lèvres. On peut aussi faire de la neurophysiologie, donc de l'imagerie cérébrale, notamment en IRMF, en IRM fonctionnel, et on se rend compte que si on demande à un participant de générer la définition d'une chaise, par exemple, dans sa tête, on va avoir activé les aires prémotrices, et notamment le gyrus frontal inférieur gauche, lorsque ces personnes produisent délibérément de la parole intérieure. Donc tout ça, ça nous indique qu'on a des formes qui sont tellement développées qu'on a à la fois des sensations auditives, mais aussi des sensations articulatoires dans notre tête. Donc, on est sur le versant très développé. Maintenant, sur l'autre pôle, il y a aussi des formes condensées. Parfois, l'endophasie, elle est abrégée, elle est incomplète. C'est déjà ce que disait Heger. Il disait, parfois, dans notre tête, on parle très vite, peu distinctement, on abrège les phrases. On peut modifier la syntaxe, on peut avoir des néologismes. Et Vygotsky, un grand psychologue soviétique, disait « Le langage intérieur utilise de préférence l'aspect sémantique du langage et non son aspect phonétique. » Donc, il y a, selon Vygotsky, moins de sons dans le langage intérieur que ce qu'on pourrait croire. On le retrouve dans des romans, notamment Sartre l'a bien rendu, dans La nausée, avec ces petites phrases abrégées qui sont caractéristiques de notre monologue intérieur. Alors, est-ce qu'on peut trouver des données expérimentales mesurant ça? Est-ce que c'est vrai que la parole intérieure, parfois, elle est abrégée? Alors oui, on a pu montrer, il y a certains travaux qui montrent que les erreurs sur les virelangues, ils reproduisent pas exactement les effets qu'on observe à voix haute. À voix haute, si je vous demande de répéter bal, mal, enfin, les erreurs qu'on peut, les lapsus qu'on peut faire vont être plus fréquents entre bal et mal, parce que bal et mal, ça demande d'activer les lèvres ensemble. Alors que les erreurs observées sur bal et sal, elles sont moins fréquentes. Et en fait, dans la parole intérieure, on retrouve pas ce biais-là, c'est-à-dire qu'on a autant d'échanges entre bal et mal qu'entre bal et sal. Donc, il y a moins peut-être cette sensation articulée fortement lorsqu'on est en parole intérieure. On peut aussi mesurer le débit. Et en fait, si on demande à des personnes de prononcer mentalement un discours, elles vont mettre plus de temps à voix haute qu'en endophasie, en langage intérieur. Donc, ça nous indique en effet qu'il y a une forme d'abréviation, de rapidité dans la parole intérieure. Et puis, nous, on a observé que dans certaines formes d'endophasie, notamment dans le vagabondage mental verbal, lorsque on ne demande pas aux personnes de délibérément produire du langage, mais lorsqu'elles sont en train d'avoir des pensées spontanées qui arrivent à l'improviste, là, on a moins d'activité des régions auditives. Donc ça nous indique, en tout cas, bon, c'est des résultats qui sont controversés, tout le monde ne trouve pas la même chose là-dessus, mais il y a l'air d'avoir en fait des moments où cette parole intérieure, elle est moins exprimée de façon sensorielle que dans d'autres cas. Donc et pourquoi? Alors en fait, pourquoi parfois c'est très condensé, pourquoi parfois c'est très développé? C'est parce qu'en fait, il y a différentes situations. Par exemple, quand je suis en train de suivre une recette ou de préparer un exposé, mon endophasie, elle va être très développée. Je vais bien prononcer les mots dans ma tête, je vais les entendre. Il y a d'autres moments, si je suis en train de rêvasser, de méditer, là, mon endophasie, elle est fluctuante, fugace, et là, elle est peut-être sur un format qui est plus condensé.
Et en fait, il y a aussi différents individus. Et ça, c'est des découvertes assez récentes qui avaient déjà été envisagées par Francis Galton ou même par Hippolyte Taine à la fin du 19e siècle. C'est qu'on n'est pas tous pareils dans nos têtes. Certains sont visuels, certains sont auditifs et certains sont abstraits. Et en 2015, il y a un neurologue anglais qui s'appelle Adam Zeman qui a donné un nom à ça et qui a appelé ça la fantaisie, c'est-à-dire le fait que certaines personnes ne peuvent pas imaginer mentalement des scènes visuelles. Impossibilité de visualiser mentalement une chaise ou une fraise. Alors qu'au contraire, il y a des personnes qui ont une hyper-fantaisie, et ces personnes-là, quand elles imaginent une scène visuelle, ça va être aussi net que dans la réalité. Et donc, ce déficit d'imagerie visuelle qu'il y a chez les personnes qui ont une aphantasie, parfois il est accompagné de déficits dans d'autres modalités, dans l'audition, l'olfaction, les modalités tactiles ou motrices. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que les personnes qui ont une aphantasie auditive, donc qui n'entendent pas de son dans leur tête, chez ces personnes-là, le langage intérieur, l'endophasie, elle va être très condensée. Alors que les personnes qui ont une hyperphantasie, qui entendent très bien les sons dans leur tête, eux, peut-être que leur endophasie va être un peu plus développée. Donc, on a un continuum depuis des formes très condensées, amodales, jusqu'à des formes développées, incarnées, qui sont auditibles, visibles ou sensibles. Alors, est-ce qu'on peut modéliser ça? Comment ça marche dans notre tête? C'est le modèle Condialinde qu'on a proposé au laboratoire. Et pour l'expliquer, on revient aux étapes de la parole intérieure, en fait, de la parole à voix haute, pardon. Quand on parle à voix haute, on a un objectif expressif qui est de dire, on a cette idée qu'on a des fraises sur des chaises. Et on va d'abord conceptualiser tout ça et avoir un message préverbal avec, on trouve un peu les mots, mais c'est pas encore bien formulé. Puis on va formuler. Et on va avoir un plan phonétique avec les sons qu'on veut dire, la fraise est sur la chaise. Et ensuite, on va planifier articulatoirement et on va organiser les gestes de nos articulateurs, de nos organes de la parole, et on va prédire le son qu'on voudrait dire. Donc, on a une petite prédiction auditive ici. Et ensuite seulement, on va avoir l'exécution articulatoire et on va parler à voix haute. Et donc là, vous voyez une remontée là, des flèches en pointillé parce que, en fait, ces différentes étapes, on les contrôle à tout niveau. Et on les contrôle et on les ajuste avec un mécanisme qu'on appelle prédictif, hiérarchique. À chaque niveau, on fait une prédiction. Et la dernière prédiction, celle qui est tout en bas, qui est encadrée en rouge, cette sortie effective, elle est faite, cette prédiction, elle est faite avant la sortie effective. Ce qui fait que on peut, à tout moment, s'empêcher de parler. C'est ce qu'on a. On a parfois cette sensation, hein, quand on tourne cette fois sa langue dans sa bouche parce qu'on hésite à dire quelque chose, on l'a mal formulé, on s'arrête un peu. Et là, on peut peut-être un peu l'entendre, cette voix, cette parole intérieure. C'est pour ça que moi, j'appelle ça le monologue antérieur. Il vient avant la parole à voix haute. Et donc, c'est cette prédiction qui est là en permanence, qui est recouverte par la parole à voix haute, en général, donc on l'entend pas, mais qui est bien présente quand on parle à tout moment et qui nous permet de nous corriger avant même de produire la parole, ce qui fait qu'on a une parole qui est plus fluide. Et donc la parole intérieure, finalement, elle utilise le même système et c'est simplement une parole à voix haute qui a été tronquée. Et le niveau auquel on fait la troncation, c'est ça qui va nous donner le degré de condensation. Donc quand je tronque juste avant la formulation, j'ai une parole intérieure qui est très condensée, alors que si je tronque juste avant l'exécution articulatoire, là j'ai bien la prédiction, j'ai la petite voix dans la tête. Et donc, cette petite voix dans la tête, donc c'est une prédiction auditive qui est développée et elle est générée à partir d'un plan phonétique qui nous permet donc d'ajuster notre plan à tout moment avant l'exécution. Et cette petite prédiction, cette petite voix, elle est construite à partir de ce qu'on appelle une copie d'efférence du plan articulatoire. Et donc, cette copie d'efférence, elle est utilisée par un modèle interne. On a dans le cervelet des modèles internes qui contiennent les différentes voix qu'on peut prononcer, en fait. Donc, la dialogalité, la dimension de dialogalité, le fait qu'on peut avoir plusieurs voix dans la tête, elle est liée à cette prédiction, à ce niveau-là. Au niveau de la prédiction, on va avoir plusieurs voix qui peuvent être générées et nous donner cette sensation de dialogue. La dernière dimension, c'est celle d'intentionnalité. Alors là, ce contrôle prédictif qui s'exerce à chaque niveau, il est sous-tendu par je vois que c'est très moche, mes graphiques, là, il y a des petites erreurs, mais c'est pas grave. À chaque étape, on est en train de se corriger. Et donc, c'est ça qui va nous donner une sensation d'agentivité. Si ce que je suis en train de prédire correspond à ce que j'avais l'intention de faire, c'est bien moi qui suis l'auteur de cette petite voix que j'entends dans ma tête. Et ce sentiment d'agentivité, quand il s'accompagne d'un sentiment de contrôle, de monitoring, c'est ça qui nous donne l'intentionnalité, la sensation d'être en train délibérément de produire des choses dans notre tête.
Alors, nos recherches en cours, elles visent à mieux comprendre tout ça, à mieux comprendre la fantaisie. Donc, la fantaisie, on est en train de recueillir des données subjectives et objectives sur comment ça se passe dans la tête de personnes qui parlent avec une aphantasie. Est-ce qu'ils ont des représentations abstraites, supramodales? On est en train d'essayer de mieux comprendre d'où elle vient, cette incapacité à générer volontairement une prédiction auditive, à générer volontairement une petite voix. On sait que pour parler, on a besoin de générer une petite voix, donc ils sont sûrement en train de générer une petite voix quand ils parlent à voix haute, mais quand ils parlent dans leur tête, la possibilité, c'est peut-être que leur interruption, leur troncation, elle se fait à un niveau élevé. Donc, quand ils décident de ne pas parler à voix haute, ils vont tronquer plus haut, et donc ce qui reste dans leur tête, c'est une parole intérieure sous une forme très condensée. On s'intéresse aussi à l'hyperphantasie. Qu'est-ce que c'est que ces personnes qui entendent très bien des voix dans leur tête? C'est peut-être des personnes qui ont de très bons modèles prédictifs, des modèles internes, donc dans le cervelet, qui sont très bons et qui permettent de générer des voix avec une qualité aussi bonne que celle qu'ils entendent quand ils parlent à voix haute. On travaille aussi sur le phénomène d'hallucination auditive verbale. Et l'hallucination auditive verbale, le fait d'entendre des voix, donc c'est un symptôme fréquent de la schizophrénie, mais c'est aussi quelque chose qui peut arriver à tout à chacun. On estime qu'environ 10% de la population entend des voix. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce phénomène d'entendre des voix? Ce serait peut-être une hyperphantasie, donc une très bonne capacité à prédire des voix dans sa tête. Et cette hyperphantasie, elle serait accompagnée d'un sentiment, un déficit d'agentivité à certains moments. Et ce déficit d'agentivité, il proviendrait d'une désynchronisation entre les signaux prédits et les signaux planifiés, qui donnerait ce décalage et qui ferait que cette parole intérieure qu'on a générée, on l'attribue à venant d'une source externe. Et en fait, on peut se dire qu'il y a une grande similitude finalement entre l'hallucination auditive verbale et les rêves. Vous savez que dans les rêves, vous pouvez avoir des dialogues. Enfin, en tout cas, certaines personnes ont des dialogues dans leurs rêves. Et quand on a un dialogue dans un rêve, en fait, on a l'impression que la personne nous parle et qu'on n'a pas décidé qu'elle nous parle. Pourtant, c'est nous qui générons ces rêves. Un autre cas qui nous intéresse aussi, c'est l'aphasie, donc les personnes qui ne peuvent plus parler à voix haute parce qu'elles ont eu un AVC, par exemple, un accident vasculaire cérébral. Dans ces cas-là, est-ce qu'il subsiste un monologue intérieur? Est-ce que une personne qui ne peut plus parler à voix haute a une parole intérieure et quelle forme elle peut prendre? Voilà, alors tout ça, ça nous fait réfléchir un peu à quoi ça sert. Pourquoi je m'intéresse à l'endophasie? D'abord, la première chose, l'endophasie, sa fonction primaire, c'est le monitoring, c'est le contrôle, l'ajustement de la parole à voix haute. J'ai ce monologue antérieur qui fait que je peux contrôler ma parole à voix haute et dire un peu moins de bêtises. Mais cette fonction primaire, elle a été exaptée, elle a été réutilisée pour faciliter la mémorisation, la rétention d'informations en mémoire de travail, pour nous aider à nous concentrer, pour raisonner, pour planifier des situations, pour s'autoréguler, pour se motiver, pour se consoler même parfois, pour ce qu'on appelle l'autonoèse, c'est-à-dire la connaissance de soi. Parce que quand on parle dans sa tête, on va pouvoir utiliser des mots comme « je », on va pouvoir dire « je vais »,« je veux », et tout ça, ça va renforcer notre conscience de soi et notre conscience de nos intentions. Et puis, quand on utilise une endophasie développée avec des sons, avec des qualités auditives, articulatoires et visuelles, ça va encore mieux soutenir, étayer ces différents processus et ça va encore mieux renforcer nos intentions et notre sentiment de conscience de soi. Mais est-ce que tout le monde se parle dans sa tête en permanence? La réponse, c'est non. On l'a vu, puisqu'il y a la fantaisie. Non, pas parce qu'il y a la fantaisie. Il y a des personnes qui sont visuelles. Je vous rappelle le témoignage dans le livre de Georges Saint-Paul d'une personne qui disait « je pense rarement en mots ». Einstein lui-même disait que quand il pensait, c'était pas sous forme de mots, c'était sous forme d'entités physiques, des espèces de sons, des images pas très claires, et que ensuite ces idées qu'il les avait, il les traduisait en mots pour pouvoir les expliquer à d'autres personnes, mais que sa pensée, elle n'était pas sous forme verbale. Donc le langage, ça peut être un soutien à la cognition, mais on peut faire autrement. Et puis, est-ce que quand on parle dans sa tête, on entend systématiquement un son? Eh bien non, donc ça c'est la fantaisie. On peut se parler dans sa tête avec une parole qui est très condensée et qui ne nécessite pas des sons et des sensations ni visuelles, ni articulatoires, ni auditives. Voilà, alors avant de terminer, je voudrais remercier donc les financeurs de ce projet, notamment l'ANR, le pôle Grenoble Cognition et Neurocog,
Je voudrais aussi vous dire que si vous voulez participer à nos recherches, vous êtes bienvenus. Donc, en ce moment, on a des recherches sur la fantaisie. Ces recherches sont en ligne, donc il suffit de vous inscrire et vous pouvez participer en ligne à nos enquêtes et à quelques petits tests aussi auditifs. Et puis, on s'intéresse aussi au développement du langage intérieur chez l'enfant. Et donc, là aussi, on recherche des enfants entre 4 et 6 ans. Donc, si vous souhaitez participer, voilà, vous avez les adresses ici. Et puis, je remercie bien sûr tous les participants à nos différentes études et tous les collègues avec lesquels j'ai eu la chance de travailler au LPNC, au GIPSA et puis les collègues du GIN, du LIP et de nombreux autres laboratoires avec qui j'ai vraiment de la chance de pouvoir travailler sur ces questions passionnantes. Et puis maintenant, je vais prendre vos questions. Merci infiniment. Restez là, moi voilà. Merci beaucoup, merci Hélène pour cette présentation, c'est passionnant, c'est super. Bon, je pense que tout le monde s'associe à moi pour te remercier. Et voilà, donc ta présentation est ouverte aux questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des questions soit dans la salle, soit à distance. Les questions à distance, je vais les lire et je vais me mettre derrière le pupitre. Donc je te laisse sur l'estrade. Okay. Alors, est-ce qu'on a une question depuis la salle? Oui, très bien. Bon, tout d'abord, merci pour cet exposé qui, quelque part, me passionne depuis très longtemps. Bon, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très intelligent, mais que j'ai une grande réactivité. Voilà. C'est important de le dire. Ma pensée n'est pas cérébrale, mais intestine, non pas au sens figuré, mais au sens réel. À savoir qu'en fait, quand il m'arrive Alors, en situation de souffrance psychologique, je suis envahi de pensées invasives qui peuvent être hyper réalistes ou complètement aussi sottes que grenues et qui sont toujours douloureuses. En situation positive, au contraire, j'ai les réponses avant de savoir les formuler et avant de pouvoir les exprimer. Et comment je les trouve? Dans une relation entre le cerveau et l'abdomen. C'est pour ça que je dis que ce sont des pensées intestines. C'est un accord complet entre l'ensemble de mon être que je trouve la verbalisation des réponses. Verbalisation qui est toujours inexacte, qui ne reflète jamais entièrement la vérité, mais qui m'engage. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à m'en dégager pour trouver si cette vérité est relative ou totalement objective et sans contestation possible. Voilà. Merci de votre témoignage. Donc, ça c'est, en effet, très intéressant. Donc, c'est encore un cas, un peu comme le cas d'Albert Einstein, qui est très intelligent. Donc, on peut penser son langage. C'est très difficile de définir l'intelligence. Et donc, là, vous êtes en train de nous renseigner sur le fait qu'on peut avoir dans notre courant de conscience, dans nos pensées, des formes qui ne sont pas verbales, qu'on a ensuite besoin de formuler, mais qui sont sous une forme différente. Donc vous le visualisez ou vous le comprenez comme venant de votre abdomen. Peut-être que chez d'autres personnes, c'est d'autres lieux du corps, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est dans leur tête, mais c'est rare que ce soit dans l'abdomen. Donc c'est très intéressant et je vous remercie de ce témoignage précieux. Vous avez des tripes, oui, voilà. C'est quelqu'un avec des tripes. Bien, on a encore une question en salle. Je laisserai Julie me dire s'il y a des questions à distance. Oui, ma question, c'est, là, on a parlé de la production sonore à partir de l'idée jusqu'à en différentes étapes. On n'a pas parlé de raisonnement. Et on dit souvent que le raisonnement humain est beaucoup basé sur la langue et que même éventuellement, différentes cultures et différentes langues ont différentes façons de penser. Donc, comment ça c'est relié à ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire ce que je vois, c'est plus une production sonore qui s'arrête à différents niveaux. Oui, donc c'est une bonne question. Donc, cette parole intérieure, cette endophasie, quand on l'utilise, mais tout le monde ne l'utilise pas, mais quand on l'utilise, elle peut nous aider à raisonner.
Et c'est un été à la cognition, c'est un support à la cognition, c'est un soutien à la cognition. Et donc, les mots qu'on va utiliser pour penser vont guider notre pensée. Donc, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de lien entre pensée et langage, hein. Il y a des personnes qui ont des pensées sans langage, mais le langage aide en effet à la cognition et va nous aider à formuler nos pensées. Et effectivement, on sait qu'il y a des différences dans les façons de concevoir le monde qui sont liées à nos différences linguistiques. Donc, on est influencé par la langue qu'on parle. Donc, c'est l'ancienne hypothèse de Sapir-Whorf, hein, qui est la linguistique relative. C'est le fait que les mots de notre langue et la façon dont notre syntaxe même est construite va influencer la façon dont on pense, dont on raisonne le monde. Il y a un exemple que j'aime bien qui est le fait de dire est-ce que vous pouvez me montrer où est l'Est? Où est l'Est? Pointez vers l'Est. Très bien, merci. Super. Donc voilà, il y a les deux directions. On est un peu à l'ouest tous parce que dans notre culture occidentale, on n'est pas en permanence en train de se représenter où on est dans l'espace. Moi, je suis très mauvaise en sens de l'orientation. Je ne sais pas du tout où est l'Est, donc c'était pas une colle. C'est que on est nombreux à ne pas savoir où est l'Est. Certaines personnes le savent. Et si vous allez en Australie, il y a certaines langues dans lesquelles, pour dire gauche et droite, on va pas utiliser les mots gauche et droite, mais on va dire c'est à l'est de et c'est à l'ouest de. Et on va tout le temps en permanence s'orienter. Et donc, pour une petite fille de 5 ans de cette culture-là, quand on lui dit où est l'Est, elle va tout de suite répondre où est l'Est. C'est normal, c'est évident. Et donc, sa façon de concevoir le monde et de visualiser l'espace et d'orienter et de raisonner va être influencée par le fait que dans sa langue, depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours utilisé ces concepts-là, toujours utilisé Est, Ouest, Nord, Sud, et que du coup, elle a une orientation différente. Donc, en effet, les mots de notre langue, notre langage, vont avoir une grande influence sur notre façon de raisonner. C'est une question aussi qui est très, très importante. Ouais. Merci. On va prendre une question à distance. Alors, merci, exposé très intéressant. Quid de l'endophagie, oh là là, endophasie, chez les personnes âgées qui ne semblent plus filtrer leurs paroles? Oui, très bonne question. Alors, il y a deux questions. La première question, c'est le fait que certaines personnes âgées parlent beaucoup à voix haute. Alors ça, il y a deux raisons. Donc, ça peut arriver hein, quand on est quand on est seul ou même quand on est dans la rue, on peut se mettre à parler à voix haute alors qu'en fait, on était en train de se parler à soi-même. Et donc, habituellement, on inhibe ce comportement. Ce comportement d'inhiber la parole extériorisée, on l'apprend en fait. Quand on est tout petit, les jeunes enfants, quand ils jouent, si vous observez des enfants de 3-4 ans, quand ils jouent et qu'ils sont seuls, ils vont parler à voix haute. Et puis même s'il y a du monde autour, ça les gêne pas et ils sont là, oh, vroom, vroom, le camion, ah, waf, le chien, bam, et puis ils vont verbaliser, faire les bruitages, mais aussi dire tout ce qui se passe, les dialogues. Et puis petit à petit, ils vont apprendre à inhiber ce comportement-là et à maintenir toute cette vie, cette imagination dans leur tête. Parce que ça se fait pas, en fait, d'être en permanence en train de parler à voix haute. Donc, ce comportement d'inhibition, il est appris avec plein d'autres inhibitions qu'apprend le jeune enfant. Et donc ça nous indique qu'il y a c'est ce que Vygotsky appelait un processus graduel d'internalisation, où petit à petit, on va apprendre à ne plus systématiquement externaliser nos pensées. Et puis, quand on est seul, c'est pas gênant de parler à voix haute et ça peut même aider. Donc, pour se concentrer, parfois, vous le faites peut-être tous, vous vous mettez à parler à voix haute parce que vous entendez mieux vos pensées, vous allez être meilleur quand vous êtes pressé pour faire une tâche ou puis même, parfois, ça comble le vide. Donc, les personnes qui vivent seules, souvent, elles parlent à voix haute quand elles sont chez elles. Donc, ce phénomène-là, on l'a tous. À certains moments, on fluctue entre parole intérieure et parole à voix haute. Mais donc, le fait de parler dans sa tête, ça demande une inhibition, ça demande un contrôle exécutif qui nous empêche, qui bloque la sortie effective. Et donc, dans le vieillissement, parfois, cette inhibition, notre système inhibitif, il se détériore, il s'altère, et donc, on va avoir une difficulté à s'empêcher de parler à voix haute. Donc, c'est pour ça qu'on observe parfois des personnes âgées, soit parce qu'elles vivent seules, et donc elles parlent beaucoup à voix haute, puis après, elles oublient qu'elles sont plus seules, soit parce qu'elles ont un défaut d'inhibition qui va faire que la parole est externalisée, alors qu'en temps normal, avant, dans leur vie antérieure, elles avaient plus tendance à inhiber ces comportements-là. Donc ça, c'était une partie de la réponse. Peut-être qu'il y a aussi ce qu'il y a, le contenu. Donc ça, c'est le fait que ça passe en parole à voix haute, en extériorisation.
parce qu'on a un défaut d'inhibition d'empêcher l'exécution motrice, mais il y a aussi un défaut d'inhibition du contenu. C'est-à-dire que quand on parle, quand on pense, on va avoir des pensées qu'on s'autorise puis d'autres qu'on s'autorise pas. Et on fait le tri. Et là aussi, on a un système inhibitif qui est très, très haut dans la formulation, hein, au niveau où on est en train de s'autoriser à penser. On va contrôler et interrompre ça. Et si ce système inhibitif, là aussi, encore, il s'altère, on peut avoir aussi des formulations que on se laisse dire alors que, dans une vie un petit peu antérieure, on n'aurait peut-être pas osé prononcer. Donc, le contenu aussi de la parole des personnes âgées vieillissantes peut aussi, dans certains cas, lorsqu'il y a un défaut d'inhibition, conduire à des énoncés qui sont un peu saugrenus. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Il y a énormément de questions qui se préparent en ligne. Donc, je vais en prendre encore une en ligne. Alors, donc, merci pour cette présentation très intéressante. Ma fille, 12 ans, est au potentiel. Elle me dit entendre continuellement dans sa tête des voix qui analysent son environnement, la situation qu'elle vit, etc. Et elle dit que c'est très fatigant. Est-ce que ce phénomène est connu chez les hauts potentiels? Alors, je vais avoir du mal à répondre parce que je connais mal les recherches sur les enfants au potentiel, mais en tout cas, c'est tout à fait une haute probabilité. Enfin, si c'est les enfants au potentiel, et notamment avec un QI verbal, donc une intelligence verbale très développée, vont avoir tendance à avoir beaucoup de langage, vont avoir tendance à beaucoup l'utiliser. Et donc ça, c'est vrai qu'on l'observe chez certains enfants. Donc, ça fait partie des enquêtes qu'on est en train de mener, essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête d'un enfant et ce qu'il se dit. Ce qu'on a observé pour l'instant, c'est que les jeunes enfants vont avoir une parole intérieure qui est plutôt gentille, qui les félicite, qui les encourage. Et puis, c'est vers l'adolescence que se met en place cette parole intérieure qui est un petit peu critique. Qui blâme, qui dénigre un petit peu la personne. Donc, on a ce petit passage à l'adolescence où, en effet, la parole intérieure, elle peut être désagréable. Elle commente en permanence et elle peut avoir un aspect de jugement. Donc, ça peut être intéressant pour cet enfant de travailler ça, c'est-à-dire d'avoir une estime de soi et une version de soi qui soit peut-être moins critique, si la parole intérieure est gênante. Et puis, sinon, c'est que c'est une enfant qui a beaucoup de langage dans sa tête et que c'est une enfant qui pense beaucoup, et tant mieux. Ça va sûrement l'aider dans ses différents processus cognitifs. Alors, on peut apprendre à réduire. Quand la parole intérieure, elle devient ressassée, négative, désagréable dans la rumination, on peut apprendre à l'apaiser par différentes techniques. La relaxation, ça peut aider. Nous, on a observé, quand on a induit des ruminations chez des personnes, on a observé qu'en leur faisant des séances de relaxation où on faisait relâcher les muscles des lèvres, du visage, et donc ces muscles, du coup, comme ils étaient relâchés, ils étaient moins en train de produire, ils étaient moins contractés pour produire de la parole. En fait, ça aide à diminuer les ruminations. Donc, la relaxation peut aider à faire qu'on parle moins dans sa tête, surtout quand c'est gênant. Il peut y avoir d'autres formes de pratiques comme la méditation. Donc, on peut travailler ça. Si les paroles, si l'endophasie est gênante, on peut apprendre à l'atténuer, à l'apaiser. Très bien, merci. Alors, on arrive au bout, mais on va peut-être prendre encore une question dans la salle. Oui. Même si on arrive au bout de du temps imparti. Bonjour, merci pour votre exposé. En fait, j'ai deux questions, mais la première, c'est… Une question, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous parlez de la parole qui peut ruminer, etc. Est-ce que ça peut être une source de traitement pour la dépression, par exemple, où les gens ont tendance à entendre des voix qui les rabaissent à longueur de journée? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Donc, ce phénomène de ressassement, de pensée négative, on l'a tous. Si on rate un examen, on va se mettre à ruminer, dire « Ah, mais pourquoi j'ai pas répondu à cette question? Je le savais. » Et puis, on rumine 1 heure ou 2, parfois 1 jour ou 2, puis ça s'arrête. Mais il y a certaines personnes chez qui le phénomène de rumination va s'enclencher en boucle et ne plus s'arrêter. Et donc, on va avoir des idées négatives en permanence qui trottent dans la tête. Et ça, ce phénomène, on sait que c'est un précurseur de la dépression ou de troubles psychiatriques plus importants, des troubles anxieux sévères,
et d'autres. Donc c'est important en effet de le reconnaître quand on est en phase de rumination. Ça nous est tous arrivé pendant le confinement aussi, hein, donc c'est important aussi de parler de ces aspects-là de la parole intérieure. Il y a des moments où la parole intérieure, au lieu de nous consoler, au lieu de nous aider, elle va être critique, négative ou générateur de pensées noires. Et donc là, il faut apprendre à l'apaiser. C'est important de consulter à ce moment-là, éventuellement de se faire aider. Mais on peut apprendre à diminuer les pensées négatives et qui nous assaillent. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Hélène. Il y a énormément de questions sur le chat qu'on va te transmettre. Et si tu peux répondre aux personnes. Une par exemple, c'était où se positionne l'intuition dans tout ça? Est-ce que Oula. Eh ben, ça, c'est une très, très grande question. Et je n'ai pas la réponse. Et si quelqu'un a la réponse, venez en parler. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à nouveau. Je te remercier. Merci à vous. Merci énormément pour ta présentation et puis au plaisir de te réaccueillir à nouveau quand tu auras des nouvelles choses. Avancé. Okay. Ouais, très bien. Eh bien, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain et j'espère que vous serez nombreux en salle. À bientôt.